dans le Zarmaganda. Ainsi, pas moins de 250 chefs de village et tribus ont pris part au 10 forum qui a le mérite de faire le tour de toutes les questions liées à l'insécurité dans le Zarmaganda. Un élément sur lequel nous reviendrons dans un instant. À Difa, dans le cadre de l'assistance aux populations de Toumour meurtries par les attaques de Boko Haram, le gouvernement vient de mettre à leur disposition une importante quantité de vivres et de vêtements afin de venir en aide aux ménages affectés. Abdelrahman Boukari et Hassan Abdou pour le point. C'est environ 118 tonnes de vivres composés essentiellement de céréales et de légumineuses accompagnées de 4000 pains que l'État vient encore d'affecter aux populations de Toumour victimes récemment des atrocités de la nébuleuse Boko Haram. À travers cet appui, il s'est donc agi pour l'État de manifester une fois de plus à toute sa solidarité et sa compassion à l'endroit de ces vaillantes populations de Toumour face aux différents chocs qu'elle traverse en ce moment. C'est important appui vient s'ajouter à un autre appui qui a été effectivement apporté à la population sinistrée de Toumour et au lendemain des attaques avec un appui de 10 tonnes de vivres et des NFI. Ça, c'est suite à la visite de monsieur le gouverneur de la région de Difa au site des sinistrés à Toumour. Il y a des gens qu'on a trouvés qui sont courageux, ils n'ont pas bougé, il faut les maintenir au niveau de Toumour. Donc c'est dans ce sens-là que cet appui de l'État est venu. La cérémonie qui consacre ainsi la mise à disposition de cette importante quantité de vivres et de pain intervenue ce vendredi s'est déroulée sous la présidence du secrétaire général de la préfecture de Bosso qui a en cette heureuse circonstance au nom des bénéficiaires et du sien propre exprimé une fois de plus à toute sa profonde gratitude et reconnaissance à l'État pour ce geste venu à point nommé et qui sera utilisé à bon escient. Un réel motif de satisfaction aussi de la part du maire de la commune rurale de Toumour, M. Issa Bonga, qui d'ailleurs s'en félicite. Il souligne que cet appui ira droit aux légitimes bénéficiaires. Nous tenons à remercier infiniment l'État à travers ces gestes qui viennent vraiment à point nommé. Pourquoi? Parce que vous avez constaté un peu comment la population a été vraiment meurtrie par ces attaques. Et la majorité, en tout cas, des ménages qui ont été concernés ont totalement perdu tout de ce qui constitue vraiment un bien, et que ce soit des biens matériels ou les biens alimentaires. Et vraiment, cette aide qui n'est pas la première, quand même, vient vraiment de réconforter de manière générale toutes ces populations victimes. Nous allons vraiment faire en sorte que ces vivres-là aillent directement vraiment à leur endroit. À noter que la présente opération qui s'adresse à 1176 ménages totalisant 8232 personnes permettra à chaque ménage ciblé de recevoir 100 kg de céréales, 25 kg de niébé et une pièce d'atampa. Restons toujours à Difa où le comité d'organisation de la fête tournante du 18 décembre à Difa Ingila poursuit sa série de visites des infrastructures réalisées dans ce cadre. Des infrastructures dont le taux d'exécution est assez satisfaisant. Mahamadou Idrissa Mega nous en dit plus. Cette deuxième série de visites a conduit le président du comité d'organisation de la fête de la République, édition 2020 Difa Ingila, au palais du chef de canton de la Komadougou, le Kazelmari. Un palais rénové à cette occasion est doté d'un salon VIP, d'une salle à manger, des salles d'eau, d'un mur de clôture revêtu et orné au motif architectural de la Komadougou et du Manga. La grande mosquée de Difa, la plus ancienne d'ailleurs, a été également réhabilitée et dotée d'une clôture, d'une salle de prière pour les femmes et d'un château d'eau. Sa proximité avec le palais du chef de canton de Komadougou et son ancienneté font d'elle la grande mosquée la plus fréquentée. La maison de la culture, centre de rencontre et d'échange de la jeunesse de Difa, a aussi reçu la visite du président du comité d'organisation Difa Ingila, Abdou Lawamarouma et sa délégation. En plein travaux de rénovation et de nouvelles constructions exécutées à plus de 80%, le théâtre plein air, totalement achevé, laisse déjà deviner que Difa est prêt pour accueillir les festivités. L'ancienne bibliothèque et la salle d'informatique rénovée, elle a également été dotée de nouveaux bureaux et d'une salle de conférence de 350 places en travaux de finition.
La place des martyrs, un monument dédié aux forces de défense et de sécurité tombées sur le front, exprime à la fois tristesse et réconfort. L'arme dans les bottes, la flamme en design tout autour, rappelle toujours aux populations de la Komadougou les sacrifices consentis pour la paix et la quiétude. Un autre rond-point dédié à la recherche du savoir, situé à proximité du lycée d'enseignement général de Difa, une source de motivation pour la jeunesse de la région. Autre infrastructure routière, les voies bitumées, notamment celle de la tribune officielle où se tiendra le défilé. En un mot, cette série de visites aura permis à qui voudra le savoir l'immense travail réalisé dans le cadre de l'organisation de cette fête de la République d'Ifangla et qui est loin d'être le fiasco tant crié par certaines opinions. Le secrétaire général de la région de Tawa a lancé ce samedi les activités des journées d'action pour la promotion de la qualité et de la sécurité des soins au centre hospitalier de Tawa. Une activité placée sous le thème « Agents de santé en sécurité, patients en sécurité ». Détail avec Taïrou Hassan et Mohamedou Agoumo. Une tradition pour le centre hospitalier régional de Tawa de consacrer chaque année une journée en vue de récompenser les agents et les différentes équipes du centre hospitalier régional de Tawa qui se sont distingués tout au long de l'année. La 8e édition, qui se tient dans un contexte mondial bouleversé par la pandémie du Covid-19, a été consacrée à la promotion d'activités en faveur de la qualité et de la sécurité des soins dans ce contexte du Covid-19. La qualité des soins, c'est beaucoup plus pour promouvoir en tout cas le respect des directives, surtout en matière de lutte contre le Covid. Et la sécurité des soins, c'est de faire en sorte qu'on minimise tous les risques liés aussi aux interactions dans les soins entre nous, agents de santé, et les usagers de l'hôpital. Et je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'est pas de trop quand même de rappeler cela même aux agents, parce qu'on a vu de par le monde et de partout, même ici au Niger, les agents eux-mêmes se contaminent. C'est pour cela les axes majeurs, c'est beaucoup plus la prévention et le contrôle des infections. À travers les actions que vous allez voir au niveau des pavillons, ils ont dédié la journée, ces 2 journées-là aujourd'hui, pratiquement à la désinfection, au nettoyage, au renforcement de toutes les actions d'hygiène hospitalière, eux-mêmes les agents, de manière à ce qu'ils envoient un message fort aux usagers pour qu'ils comprennent que la sécurité des soins, c'est l'affaire de tous. Pour atteindre les différents objectifs visés par le centre hospitalier régional de Tawa à travers les différentes actions menées, quelques messages ont été formulés par les agents du centre hospitalier régional de Tawa. Les usagers, on pense que s'ils voient que nous-mêmes, et on met la main, comme on dit, dans la pâte pour créer un minimum de conditions, je pense que peut-être ça va sensibiliser non seulement les agents, mais aussi les usagers. Donc les malades, les visiteurs, ainsi de suite. Nous sommes là avec les produits d'entretien. On va nettoyer les pavillons, on va désinfecter pour nous protéger d'abord en tant qu'agents de santé et protéger la population. J'entends par la population les malades, j'entends par la population les visiteurs et les accompagnants. C'est un appareil Gen Expert ici à multifonction. Donc il a 16 modules. Donc dans l'objectif maintenant avec cette pandémie de Covid-19 pour contribuer donc à la sécurité. Donc ça c'est les résultats qu'on a effectués pour les examens de Covid. Donc c'est un appareil qui fait des examens pour les jeunes experts de tuberculose, chirurgie virale et PCR. À la tête d'une forte délégation, le secrétaire général de la région d'Ottawa a visité les différents sites de désinfection et de sensibilisation sur le Covid-19 pour s'enquérir de l'évolution des activités. Occasion donc pour Ibrahim Miko de féliciter et encourager l'ensemble du personnel du centre hospitalier régional d'Ottawa pour les multiples efforts accomplis dans le cadre de l'amélioration des soins et de la prise en charge des patients dans le contexte du Covid-19. La cérémonie a été marquée par la remise des prix d'encouragement à toutes les équipes du CHR Tawa. Des témoignages de satisfaction ont été décernés à l'équipe de prise en charge des cas du Covid-19 du CHR Tawa, à M. Abdraman Laomé Nassara après 27 ans de service au CHR Tawa et à Dr Issa Omarou, promoteur de la pharmacie Lahia de Tawa, pour l'appui constant et gratuit au cas de Covid-19 pris en charge au CHR Tawa,
ainsi que la remise des cadeaux à l'ensemble des autorités présentes à la cérémonie et la presse pour l'appui constant aux activités du centre hospitalier régional d'Ottawa. Je le disais à l'instant, le ministre de l'Intérieur, Al-Kash Al-Hada, a présidé ce matin à Walam un forum de dialogue administration-population pour une paix durable dans le Zarmaganda. Ainsi, pas moins de 250 chefs de village et tribus ont pris part au dit forum qui a le mérite de faire le tour de toutes les questions liées à l'insécurité dans le Zarmaganda. Compte rendu Ousmane Sani Abdou et Adine Al-Galas. La tenue de ce forum à Walam entre administration et population pour une paix durable dans le Zarmaganda a été annoncée par le Premier ministre Birji Rafini à l'issue de son déplacement à Tchambangou suite à la tuerie qui a été perpétrée comme à Zarundari le 2 janvier dernier par des terroristes présumés et dont le bilan s'élève aujourd'hui à 106 morts. Aussi, ce forum se tient-il opportunément au lendemain de la tuerie qui appelle ainsi à la nécessité pour chacun et pour l'ensemble des communautés du Zarmaganda d'œuvrer ensemble à la recherche des solutions à même de préserver la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Du reste, l'objectif de ce forum s'inscrit dans une logique qui vise à instaurer un climat de confiance entre les différentes communautés d'une part et d'autre part entre ces différentes communautés et l'administration, en vue notamment d'une paix durable, consolidée et pérenne. Ces objectifs sont pour le gouverneur de la région de Tillabéri l'idéal recherché. Le présent forum, dont l'objectif vise non seulement à instaurer un climat de confiance entre les différentes communautés et les différentes composantes de la population, mais aussi de contribuer à la promotion du dialogue et la consolidation de la paix, doit marquer un tournant décisif pour un retour définitif de la sécurité dans cette zone de notre région. Pour le gouverneur Ibrahim Tidjani Kachala, pour résorber de manière durable les problèmes liés à l'insécurité dans le Zarmaganda, il y a urgence à envisager et mettre en application des solutions comme la création d'un cadre de concertation entre autorités administratives, militaires et coutumières, la mise en place d'une stratégie commune par les forces de défense et de sécurité et autorités administratives et coutumières, ou encore un engagement précis et réciproque de la part des populations afin de développer la culture de la paix, de la tolérance et la coexistence pacifique. Le général Mahamadou Abou Tarka, le président de la haute autorité à la consolidation de la paix, a lui rappelé que la tenue de ce forum a été ordonnée par le président de la République Issoufou Mahamadou. Il s'agit de discuter de la situation, écouter les populations, apporter des réponses aux défis posés par la situation. Il a fait remarquer que cette rencontre traduit à suffisance la détermination de l'État nigérien à demeurer à l'avant-garde de la résolution des problèmes de sécurité qui se posent dans notre pays. Le président de la haute autorité à la consolidation de la paix a ajouté que les questions de sécurité et de défense sont des questions régaliennes et la protection des populations nigériennes relève exclusivement de la compétence du gouvernement du Niger. Et donc ce forum est un forum du gouvernement, a-t-il dit. À ce titre, le gouvernement est pleinement engagé dans cette mission. Toute chose qui justifie la présence du ministre de l'Intérieur, celui de l'action humanitaire, les responsables de la hiérarchie des forces de défense et de sécurité, membres du Conseil national de sécurité et plusieurs autres hautes personnalités de l'administration nigérienne, mais aussi l'ensemble des leaders communautaires du Zarmaganda, où la situation mérite que l'on s'y penche. Ce type de rencontre est devenu la norme dans nos pays, du fait des missions que le président de la République a confiées à la haute autorité à la consolidation de la paix, mission qui vise à apporter une réponse intégrée, concertée et multidimensionnelle aux crises sécuritaires. Nous sommes bien armés pour nous pencher sur la situation, mettre en évidence les insuffisances de nos réponses, recueillir l'avis des populations, confronter nos idées et déboucher sur des recommandations à même de nous permettre de remédier à la dégradation de la situation sécuritaire que nous observons. Le général Tarka devait indiquer que fort heureusement, les partenaires du Niger, notamment l'Alliance Sahel et l'Agence française de développement, ont compris l'enjeu.
Exemple concret à ce sujet en est le financement des forages par le biais de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix, conjointement avec l'opération Alma-Haou. L'un dans l'autre, le ministre de l'Intérieur qui présidait le forum a fait savoir que l'État continuera à tout mettre en œuvre pour qu'aucun mètre carré de l'espace nigérien ne soit occupé par les groupes terroristes, soient-ils djihadistes, islamistes ou autres, comme l'a toujours défendu le président de la République, Issoufou Mahamadou. À ce titre, il a loué les moyens mis en œuvre par le gouvernement et l'efficacité de nos forces de défense et de sécurité qui continuent à faire face avec succès à ces défis d'insécurité. C'est pourquoi le ministre Al-Kash Al-Hada a, au nom du président de la République, rendu un hommage mérité à nos forces de défense et de sécurité, ainsi qu'aux partenaires du Niger, comme la France et les États-Unis, pour leur soutien dans la lutte contre ces fléaux. C'est le lieu également de rendre hommage aux populations qui sont dans les zones de conflit et qui font preuve d'un courage exceptionnel et d'une résilience à toute épreuve. Population du Zarmaganda, nous sommes venus vous rendre hommage. Nous sommes venus vous soutenir. Nous sommes venus évaluer et examiner avec vous la situation qui prévaut dans cette zone, afin qu'elle reste cet espace de solidarité et de partage, de coexistence intercommunautaire qu'elle a toujours été entre nomades et agriculteurs, entre sédentaires et pasteurs, entre Germains, Peuls, Tamashek et Arabes. Sachez que l'État ne vous abandonnera pas et sera toujours à vos côtés pour consolider les acquis de notre histoire commune et vous assurer de son soutien, afin que le Zarmaganda soit débarrassé de l'insécurité et que vous regagniez vos villages dans la paix et la quiétude. C'est pourquoi le gouvernement a initié, sous l'impulsion du président de la République, ce forum pour raffermir davantage la cohésion le long de cette frontière Zarmaganda-Mali et servir de riposte à ceux qui veulent tirer profit d'une éventuelle division de nos populations. Il s'agira pour nous de renforcer la capacité de résilience des communautés du Zarmaganda face à la violence terroriste dans une démarche cohérente et inclusive qui fait intervenir tous les acteurs avec des moyens adaptés au milieu. C'est dans cette perspective que le gouvernement a procédé au recrutement spécial de jeunes de toutes les communautés, sur la base de leur parfaite connaissance du terrain et de leur ferme volonté et engagement à servir la patrie. Plus de 250 personnes issues de toutes les communautés du Zarmaganda ont pris part à ce forum. Forum c'en est un du moment où les participants représentent effectivement la population dans toutes ses composantes. Les discussions ont été franches, sans peur, ni tabou, encore moins de préjugés. Les uns et les autres se sont en effet exprimés. L'on a exposé ses problèmes et ou fait des propositions de solutions. Les débats ont duré toute la journée et ont permis, un temps soit peu, de faire le tour de toutes les questions liées à l'insécurité dans les Zarmaganda. À noter enfin qu'au terme de ce forum, le ministre de l'Intérieur et les membres de sa délégation se sont rendus au chevet des blessés de l'attaque du 2 janvier pour leur dire le soutien du président de la République, Issoufou Mahamadou. Au terme de ce forum, le ministre de l'Intérieur, Al-Kash Al-Hada, a aussi fait la synthèse des travaux. Avec le débat que nous venons d'avoir, on peut dire qu'on est tous d'accord pour dire que le terrorisme dans cet espace n'est pas l'apanage exclusif d'une communauté. En cela, donc, la stigmatisation d'une seule communauté n'est pas de mise. Et quasiment tous ceux qui sont intervenus ont rejeté l'idée de stigmatisation d'une communauté qui serait seule responsable des actes terroristes dans le Zarmaganda. Tous ont retenu la nécessité que toutes les communautés, Germains, Peuls, Touaregs, Arabes, Haoussa, s'unissent
pour combattre le terrorisme ensemble. On est aussi tous d'accord pour dire que la population a un grand rôle à jouer. Il ne s'agit pas évidemment pour la population de se substituer aux forces de défense et de sécurité, mais de faire en sorte d'appuyer les efforts des forces de défense et de sécurité afin qu'il y ait une plus grande efficacité de leurs actions. Et de ce point de vue-là, je crois que la plupart de ceux qui sont intervenus ont montré leur disponibilité à appuyer et à aider les forces de défense et de sécurité dans ce sens. On est aussi d'accord pour dire que le terrorisme a aussi une dimension, ou du moins génère des activités économiques criminelles. Et que ces activités économiques criminelles, parfois, conduisent justement à des actions qui entravent celles des forces de défense et de sécurité. Et c'est en ce sens-là que beaucoup ont dénoncé la complicité de ceux qui servent de relais aux terroristes ou qui également leur apportent la logistique et les dénonciations qui leur permettent de commettre des actes barbares comme ceux qui ont été commis à Tchambongo et Zarumdare. Et de ce point de vue-là, donc, la population a une certaine responsabilité. Il faut sensibiliser encore davantage les populations pour qu'elles appuient par les informations, par des actions diverses, les forces de défense et de sécurité. Et en cela, on a appelé également à une plus grande collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les autorités administratives et coutumières. De ce point de vue, je crois qu'un certain nombre de défaillances ont été notées et il va falloir donc les corriger, faire en sorte que l'action des forces de défense et de sécurité se rapproche davantage des autorités administratives et des autorités coutumières qui peuvent leur apporter un appui efficace. Cette guerre n'est pas une guerre classique. J'ai entendu, y compris un député, dire mais qu'ils fassent du face-à-face. Mais justement, les terroristes ne veulent pas du face-à-face. Parce que face-à-face, évidemment, les moyens ne sont pas les mêmes. L'armée a des moyens qui écraseraient tout de suite. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est la stratégie de l'évitement. C'est ça. Et l'autre aspect, c'est faire en sorte d'avoir des complices au sein de la population. Et c'est seulement lorsque ils ont la certitude qu'en intervenant à Tchambongo, en intervenant à Zarumdare ou dans un autre village, que l'armée n'est pas là, qu'il n'y a aucun FDS, à ce moment qu'ils interviennent. Mais ils évitent toujours l'armée. Mais pour qu'ils arrivent à le faire, il faut le dire aussi, c'est que parfois ils bénéficient de beaucoup de complicité. Et ça, il faut le dire, et il faut que la population soit consciente de la nécessité de ne pas apporter l'appui et l'aide aux terroristes. Je voudrais que vous sachiez que le président de la République est profondément engagé pour que la paix s'installe dans le Zarmaganda. C'est pour cela que nous sommes ici, à son nom, afin de vous transmettre ce message de paix et aussi vous exhorter à approfondir la réflexion, sensibiliser vos enfants afin que le Zarmaganda retrouve la paix définitive. Revenons à Niamey où plusieurs quartiers de la rive droite sont menacés par la montée brusque des eaux du fleuve Niger. Des jardins sont inondés, des habitations submergées au quartier Zarmagandais. La bonne volonté se manifeste déjà pour venir en aide aux populations. Moussonoma Mariama Issouf.
Zarmagandey, Nangware, Lamordé et Karagé sont entre autres quartiers de la rive droite menacés par la crue du fleuve. Une situation qui inquiète la population. Ça fait 3 jours que l'eau a commencé à faire son entrée. Et notre crainte, c'est qu'elle ne déborde pas dans tout le quartier. Alors qu'on n'a même pas fini de réparer les dégâts de l'inondation précédente. Nous souffrons, vraiment. Je n'ai pas été à Zarmagandey, mais il paraît que l'eau commence à inonder les maisons. Nous sommes carrément dans l'eau et nous avons besoin d'aide. Même l'eau de la saison pluvieuse n'est pas définitivement sortie. Et à cela s'ajoute celle-ci. Hier, ça allait un peu. Mais aujourd'hui, on n'a même pas un passage pour entrer dans la maison. Les bonnes volontés se manifestent déjà pour amoindrir les risques liés à un éventuel sinistre avant l'intervention des autorités. À ce jour, le niveau d'eau est à la cote 575, donc dans l'alerte jaune. Moins de danger selon un expert de l'ABN. Ce débordement constaté ne peut être dû qu'à la digue qui est endommagée. Sinon, normalement, si la digue était à sa place, on n'aurait pas ce débordement de fleuve. Donc c'est les digues qui sont endommagées qui permettent alors ce débordement du fleuve. Parce que nous ne sommes pas encore arrivés à la côte d'alerte orange qui nous permet de faire un suivi rapproché de nos prévisions. Donc théoriquement, si les choses étaient dans les normes, il n'y aura pas ce débordement du fleuve. Plusieurs dégâts étaient au chapitre des inondations récentes, dont entre autres le submergement des jardins, des habitations inondées, et pour éviter pareille situation, des mesures idoines s'imposent à tout niveau. À Maradi, une de nos équipes de la station régionale s'est intéressée à la culture du manioc. Une culture qui prend de l'ampleur dans le système agricole, faisant du manioc une alimentation de plus en plus prisée par les populations. Reportage signé Abdel Fattah Moussa et Nassirou Nakakale. Le manioc est une plante d'origine portugaise arrivée en Afrique pendant la période précoloniale. La culture du manioc se répand de plus en plus dans la région de Maradi, notamment les villages comme Danja, Saraké et Lulubi, entre autres. Ainsi, dans le cadre d'amélioration des conditions de vie des populations, l'État du Niger a inscrit dans son programme l'initiative Troisième et les Nigériens nourrissent les Nigériens. À travers cette initiative, l'État nigérien a investi dans la promotion de l'opération bouture du manioc en replaçant la diversification des activités des communautés au centre de ses préoccupations. En effet, le manioc présente une multitude d'avantages et sa culture prend de plus en plus de l'ampleur. Le manioc permet aux populations de réduire la période de soudure pendant laquelle le stock engrainé est un peu en bas. Et puis le manioc, ce n'est pas une culture qui est très exigeante, donc raison pour laquelle elle s'est beaucoup implantée au niveau de la région de Maradi. C'est aussi une culture qui est résiliente face au climat. On a jusqu'à 6 variétés qui sont inscrites dans le catalogue des espèces variétales du Niger, mais la plus utilisée au niveau de la région, c'est la variété Wataoukou. Ça veut dire qu'à partir du 3e mois déjà, on peut espérer avoir le manioc de quoi manger. Et à partir du 8e mois, c'est la grande récolte. Au niveau de la région, ça réduit l'exode rural au niveau des zones où vraiment ils produisent du manioc. Et c'est aussi une source de revenus substantielle pour la famille. Cette culture du manioc est une activité génératrice de revenus et sa transformation résulte de nombreux dérivés qui sont d'ailleurs constatés un peu partout sur le marché de la capitale économique. Vraiment, le manioc nous aide beaucoup. Grâce au manioc, j'ai construit une maison, je me suis marié et j'ai marié mes enfants. Franchement, nous n'avons pas une préoccupation à part la culture du manioc. Vous voyez la petite parcelle là-bas,
L'année dernière, j'ai récolté 10 sacs que j'ai vendus à 13 000 chacun. Nous le produisons pour consommer et vendre. J'ai acheté ce manioc à 9 500. Et plaise à Dieu, je bénéficierai de 2 500 à 3 500. Dieu merci, c'est mon seul commerce. Aliments pour ménage, fourrage pour bétail et matières premières pour industrie, le manioc possède plusieurs aspects nutritifs. Le manioc est composé de l'amidon, donc des glucides, de l'eau, 60 à 70%. Ça renferme aussi de lipides et des protéines, des sels minéraux tels que le magnésium, des micronutriments, des vitamines A, D et C. Donc c'est un aliment énergétique et ça renferme des nutriments qui permettent au type digestif un bon transit. Donc ça lutte contre la constipation et la diarrhée. Source non négligeable de revenus, la culture du manioc peut contribuer dans la quête de l'autosuffisance alimentaire au Niger. Mais pour cela, il faut un encadrement approprié et un suivi régulier des exploitants de la filière manioc et enfin réfléchir à l'installation d'une usine de production, de transformation et de vente des produits dérivés du manioc afin de rentabiliser cette culture. Les résultats des examens virologiques de ce jour 9 janvier 2021 se présentent comme suit. 72 cas positifs, dont 12 chez les demandeurs de tests PCR COVID-19 pour voyage et 60 chez les alertes sur 566 tests réalisés à la COVID-19, dont 32 de sexe féminin, 40 de sexe masculin. Ces cas positifs se répartissent comme suit. 45 au niveau de la région de Niamey, 5 au niveau de la région de Zender, 15 au niveau de la région de Tawa, 2 au niveau de la région de Tillabéri, 1 au niveau de la région de Dosso et 4 au niveau de la région d'Agadez. Un décès enregistré à ce jour au niveau de la région de Tawa. À ce jour, sur 66 067 personnes testées, 3 819 sont déclarées positives à la COVID-19, parmi lesquelles 2323 guéris, 126 décès et 1370 cas actifs, 135 en hospitalisation, dont 9 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises. Le port de masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Allons à la découverte d'une merveille à Zender. En effet, le cadre géologique de la région de Zender se caractérise essentiellement de socles composés de roches granitiques qui donnent une particularité visible à l'œil nu. Nos confrères de Zender nous font découvrir cette merveille. C'est dans ce reportage d'Abdelkader Nanabal Kissa et Abdurrahman Mazou. Zender, la capitale du Damagaram, centre du biscuit local Al-Kaki, très prisé à travers le Niger et hors de ses frontières. Zender, c'est également la cité des 1001 collines. Pour cause, le socle granitique sur lequel repose la région. Un socle qui était à la base de l'éternel problème d'eau qu'a connu le Damagaram des décennies durant. Les roches granitiques d'abord, qu'on voit sous forme d'affleurement dans la ville de Zender, sont dues à une solidification d'un magma interne. Et au fil des années, si on dit des années, pas 10 ans, 100 ans, ce sont des millions d'années. Ce magma s'est solidifié progressivement et a fini par être mis à nu par l'érosion. Ces roches sont spécifiques dans la mesure où la nature de leur solidification n'est pas identique à celle du magma volcanique qui sort et qui se solidifie rapidement à l'extérieur de la Terre. Sur un rayon presque de 20 à 30 km de la ville de Zender, vous avez toujours le socle granitique qui tapit l'intérieur de la Terre. Le socle est à l'origine pratiquement de cette pénurie d'eau ici dans la ville. Mais Dieu merci, l'État, par tous les moyens, cherche à approvisionner la ville
en eau. Et pourtant, ces granites constituent un potentiel énorme pour la région. Tout récemment, nous avons, avec Sopamine, on a eu à confirmer un indice de gypse dans la région des Anders vers Tanout. Ce gypse-là, un élément important à valoriser parce que c'est avec ça qu'on fait le plâtre, c'est avec ça qu'on fait la craie. C'est utilisé aussi pour la fabrication des ciments. Donc cette substance, par exemple, sa valorisation serait d'un grand apport pour la région et même le pays. Nous avons également toujours dans cette zone-là de la bentonite. Dans les rues, les écoles, à des endroits, c'est des maisons qui sont perchées en haut de ces rochers. Dans les champs, ils sont utilisés comme greniers par certains cultivateurs. Et aux alentours de la ville, les granites forment une décoration naturelle agréable à la vue. En plus de cela, ces rochers sont une source de revenus pour bon nombre de Damagarawa qui exercent le concassage des rochers comme métier. Pour concasser les rochers, nous mettons du feu. Une fois brûlé, le granit est plus facile à morceler. C'est un contrat qui nous lie avec les propriétaires des parcelles. Ça fait 5 ans que j'exerce ce métier. Certes, c'est un travail qui est très difficile, mais grâce à ça, j'arrive à m'autosuffire. Pour ce chantier, je suis dans mon 6e mois et je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. C'est ainsi pour déloger ces poids lourds lors de la réalisation des infrastructures routières de Zander-Savoie, la SATOM a dû employer les gros moyens. Au-delà de l'utilisation traditionnelle, ces rochers sont toute une richesse qui somnole, car sous-exploités.